Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur le panorama de la cybermenace de l'ANSSI. Et pour cet épisode, nous recevons Mathieu Feuillet de l'ANSSI, qui est un habitué du podcast et qui avait promis de revenir. Bonjour Mathieu. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributrices et contributeurs No Limite Sécu sont Jamila Boutmer. Bonjour. Paul Amar. Et bonjour. Et Hervé Schauer. Bonjour. Alors Mathieu, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs qui n'auraient pas écouté le précédent épisode ? Donc moi je suis Mathieu Feuillet, je suis sous-directeur opération à l'ANSSI et à ce titre-là j'ai aussi la fonction de chef du CERT-FR et donc aujourd'hui je viens pour vous parler du panorama de la menace qui est un document qu'on fait depuis 2021 pour essayer de donner un petit peu notre vision de la menace de l'année qui vient de s'écouler. Voilà. Alors le document qui vient de sortir, c'est bien le document 2023, donc c'est celui qui couvre l'année dernière. Et ce n'est pas un document de prédiction, c'est un document de synthèse sur des opérations et des actions réelles que vous avez investiguées. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué cette année ? Est-ce que tu peux présenter un petit peu la structure du document en quelques mots ? Oui, bien sûr. Donc en fait, on essaye... pour expliquer un petit peu comment on travaille, on a deux sources principales d'informations. On a des équipes qui vont faire de l'analyse de la menace. Donc ils vont essayer de regarder un petit peu ce qui se passe, évidemment en France, mais un petit peu de partout dans le monde, en utilisant différentes sources. Des sources ouvertes, des sources commerciales, des sources un peu moins ouvertes. Et puis évidemment, on a aussi des équipes qui vont analyser les incidents qu'on a traités nous-mêmes et voir ce qu'on peut en tirer comme information. Donc le document, on a une structure qu'on a déjà utilisée pour le panorama de la menace de l'année précédente, mais qui nous permet d'expliquer un peu les choses, où on va décrire d'un côté les évolutions des intentions des acteurs malveillants, qu'est-ce qu'on rencontre finalement comme intention, qu'est-ce qu'on constate comme amélioration au niveau des capacités offensives des attaquants, comme évolution, et puis on a un focus qui nous paraît assez intéressant sur finalement quelles sont les opportunités qui sont exploitées par les attaquants, qu'est-ce qu'on a pu constater comme type de vulnérabilité, de faiblesse sur les systèmes d'information des cibles, des victimes qui ont été exploitées par les attaquants. Et ça, c'est assez riche d'instructions, notamment pour les RSSI et les équipes de sécurité des entités qui pourraient être ciblées, essayer de leur dire un petit peu finalement qu'est-ce qu'on tire comme élément de la menace pour qu'ils puissent, eux, mieux se protéger et éviter de faire partie du panorama de la menace 2024. Alors pour préciser, vos sources de données, c'est tous les incidents qui sont traités par l'ANSSI ou c'est tous les incidents qui sont remontés à l'ANSSI ? Est-ce que ça inclut des données de cybermalveillance par exemple ? Parce que sinon vous allez exclure pas mal d'effacements de sites web et autres incidents mineurs qui sont hors périmètre pour l'ANSSI. Alors c'est tous les incidents qui sont remontés à l'ANSSI sur lesquels on va avoir une application plus ou moins forte. Ça n'inclut pas les données de cybermalveillance parce que aujourd'hui, les signalements qu'on reçoit, c'est uniquement les signalements qui nous sont faits de manière volontaire, sur une base réglementaire ou non, par les gens qui sont victimes d'incidents. Donc si les gens se font un signalement au niveau de cybermalveillance, cybermalveillance peut éventuellement leur recommander d'aller voir l'ANSSI, mais ne nous transmettent pas d'informations, pour laisser chacun aussi maître de ces informations. Donc la première partie du document traite de l'évolution des intentions des acteurs malveillants. Alors ça, c'est compliqué, parce que déjà que l'attribution n'est pas facile, mais alors les intentions, qu'est-ce qui émerge ? C'est le vol de crypto-monnaie, c'est la déstabilisation, avec les élections, ce genre de choses ? Nous, ce qu'on constate globalement, c'est déjà de manière générale, on a toujours on a le même trio de tête que celui qu'on avait constaté l'année dernière, c'est-à-dire les principales menaces qu'on a vues à l'œuvre, c'est celles qui sont liées en source ouverte à la Chine, à la Russie, et puis tout ce qui va relever de la cybercriminalité. Et ce qu'on a pu voir en termes d'évolution des intentions, c'est finalement, on a toujours, nous, la première menace, celle qui nous occupe le plus, c'est l'espionnage. Et ça, c'est celle dont on parle pas forcément le plus, même s'il y a de plus en plus d'incidents liés à de l'espionnage qui finissent par être sur lesquels les victimes communiquent régulièrement, mais ça reste quand même pas ceux sur lesquels on parle le plus. En revanche,
ça reste celle qui nous occupe le plus. Et puis après, il y a évidemment tout ce qui est écosystème cybercriminel. Une autre tendance qu'on voit de plus en plus, c'est, on l'avait déjà vu les années précédentes, mais ça s'est bien confirmé cette année, c'est la compromission des intermédiaires, sous-traitants, prestataires, opérateurs de télécommunications. Et puis quelque chose qu'on voit depuis 2021, mais qu'on a aussi pas mal vu en 2023, c'est le ciblage d'équipements personnels, en particulier les téléphones, notamment dans le cas de personnalités. Et puis, ça on en voit depuis longtemps, mais cette année on en a vu pas mal, c'est les cas de polycompromission et de recompromission. Alors la polycompromission, c'est quand on trouve plusieurs attaquants en même temps, ou en tout cas des attaquants différents dans un même système d'information. Et la recompromission, c'est le même attaquant, mais qu'on voit venir plusieurs fois. Donc ça, c'est des choses qu'on voit aussi assez régulièrement. En termes d'espionnage, les gens qui ont communiqué, puisque bon, c'est vrai qu'évidemment, quand on découvre qu'on est victime d'espionnage, on communique pas, puis ça se voit pas, c'est pas comme un rançongiciel. Qu'est-ce qu'on a eu comme exemple l'an dernier ? On a vu des instituts, notamment des instituts internationaux qui vont travailler dans des choses comme la standardisation. On a pu aussi voir différents incidents, notamment, nous on a vu pas mal de choses au sein de la BITD, des think tanks qui ont été touchés, etc. Qu'est-ce qui fait que des entités décident de communiquer plus depuis quelques années qu'ils ne le faisaient avant ? Il y a plusieurs facteurs. D'abord, il y a pas mal d'entreprises qui ont compris qu'une communication maîtrisée, c'était quelque chose d'important quand on gérait ce genre d'événement. Et la deuxième chose, c'est que généralement, ils doivent faire des communications auprès d'un certain nombre de personnes, notamment au titre du RGPD. Parce que très généralement, quand on traite une affaire, un incident informatique, c'est quand même très rare qu'il n'y ait pas des données à caractère personnel qui soient impliquées d'une façon ou d'une autre. Et quand vous devez faire des signalements à des personnes à titre individuel pour leur dire que leurs données ont été affectées par un incident informatique, passer un certain nombre, il vaut mieux faire une communication au public pour pouvoir... parce que de toute façon, ça va sortir d'une façon ou d'une autre. Donc en fait, le RGPD c'est une des conséquences du RGPD qu'on voit depuis plusieurs années, c'est que les gens communiquent plus sur les opérations d'espionnage. Il y a quelques années, on avait même eu le cas où ils avaient fait la communication au titre du RGPD avant de faire la communication publique à quelques milliers de personnes, et les gens nous avaient contactés pour savoir si le mail qu'ils avaient reçu c'était du phishing. Donc c'est plutôt bien de commencer par la communication publique et du coup de pouvoir y faire référence dans le mail, ce qui permet ensuite aux gens de se rassurer par leurs propres moyens sur le fait que le mail qu'ils ont reçu est bien légitime, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe si les canaux de communication officiels, les comptes Twitter et autres ont été compromis ? C'est un problème aujourd'hui d'avoir la source de la vérité quand on délivre de l'information. Il y a toujours plusieurs canaux qui permettent de le faire, et quand on fait une communication sur ce genre de choses, il ne faut pas se contenter de le mettre sur un réseau social, il faut aussi multiplier les sources pour permettre aux gens de recouper tout ça. Et on peut mettre de l'authentification double facteur sur ces réseaux sociaux, ça limite grandement le risque. Jamila, tu voulais intervenir ? Oui, s'il était possible de revenir un tout petit peu en arrière, tu as dit des choses très intéressantes et du coup j'aimerais y revenir. On en a un peu parlé là avec les aspects RGPD. Effectivement, on a eu beaucoup de rapports et c'est d'ailleurs toujours le cas sur des modes opératoires adverses russes et chinois ces derniers mois. Est-ce que ça ne tient pas aussi du contexte un peu géopolitique international où là où il y avait peut-être des réserves, notamment d'autorités nationales ou alors d'entités privées, d'éditeurs privés de communiquer un peu sur ce qu'ils avaient. Aujourd'hui, ils communiquent davantage. Est-ce que ça vient pas de là aussi un peu la recrudescence d'infos qu'on a et est-ce que NIS 2 vient pas aussi renforcer un peu ce côté reporting ou en tous les cas peut-être limiter un peu les délais pour communiquer sur les incidents dont certaines organisations sont victimes. Tu voudrais dire que les gens, ils appliquent NIS 2 en avance ? Alors en fait, déjà, peut-être pour répondre d'abord à la question de NIS 2, aujourd'hui, on n'en voit pas les effets de NIS 2, en tout cas pas du tout en matière de reporting, parce qu'effectivement, c'est pas encore en application. Et en fait, l'essentiel des incidents qui nous sont signalés, qui nous sont remontés, ne correspondent pas à des signalements réglementaires.
Ils ont des obligations de nous faire des signalements à un certain nombre d'opérateurs au titre de la LPM de 2013 ou au titre de la directive NIS 1. Mais l'essentiel de ce qu'on voit, c'est des gens qui viennent nous voir pour qu'on les aide et ils n'ont pas d'obligation de nous en parler. Donc est-ce que ça va fondamentalement changer avec NIS 2 ? J'espère qu'on continuera à avoir beaucoup de signalements volontaires parce que c'est aussi important de ne pas se limiter à un cadre réglementaire strict. Pour répondre à ta question, ta première question sur globalement les communications sur des modes opératoires associés à la Chine, à la Russie ou à d'autres acteurs stratégiques, on en voit beaucoup. C'est pas spécifique, il n'y a pas eu d'évolution significative en 2023 sur, on va dire, les politiques de diffusion des grands éditeurs privés ou les politiques d'attribution des grands acteurs étatiques. Par contre, nous, il y a des acteurs où on a vu des évolutions en 2023 par rapport à 2022. Typiquement, tout ce qui était acteurs un peu liés à la Russie, on les avait moins vus en 2022. Là, en 2023, on les a revus, notamment en matière d'espionnage, mais aussi en matière de prépositionnement à des fins de sabotage. Là où les acteurs plutôt liés à la Chine, on les voit aujourd'hui que sur des choses liées à de l'espionnage, alors qu'il y a d'autres pays qui ont pu faire des signalements sur ce sujet-là, mais nous, c'est pas quelque chose qu'on a pu constater typiquement. Dans le panorama, quelles sont les opportunités que les attaquants prennent ? Aujourd'hui, le numéro 1, ça reste la vulnérabilité non patchée, qu'on retrouve dans beaucoup d'incidents. Alors j'insiste, pas la 0 day, la vulnérabilité connue et non patchée qui est exploitée de manière assez massive. On en a signalé un certain nombre dans le rapport, et donc en 2023 on a traité notamment des campagnes assez importantes liées à des CVE, notamment qui avaient été automatisées début 2023. Et de ce point de vue-là, 2024 ressemble pas mal à 2023 parce qu'on a déjà eu une campagne assez massive et qui était liée à la vulnérabilité Ivanti, où on a traité plus d'une centaine d'incidents liés à l'exploitation de cette vulnérabilité en 2024. Donc on retrouve cette tendance-là et d'ailleurs peut-être un petit enseignement utile, c'est que sur cette vulnérabilité-là, les premiers incidents qui nous sont remontés, c'était souvent des entreprises assez matures qui ont détecté elles-mêmes l'exploitation de la vulnérabilité sur leurs équipements, qui ont réussi à traiter l'incident dans les premières heures. Et généralement, elles nous le signalaient plus pour qu'on puisse faire notre travail de compréhension de la menace, de savoir ce qui se passait, etc. Et puis au fur et à mesure que le temps avançait, et puis c'était les gens dont les boîtiers avaient été exploités, mais c'était nous qui allions les voir pour leur dire qu'ils avaient vraisemblablement un problème. Et donc on voit vraiment l'intérêt d'avoir une politique bien proactive de suivi des vulnérabilités sur son parc et d'avoir des moyens de détection. Et on peut pas anticiper les 0 day, ça c'est une chimère. En revanche, quand les vulnérabilités sortent, on peut patcher vite. Et si les exploitations ont eu lieu dans le temps avant de patcher, ce qui peut arriver, comme ça peut être le cas là, une bonne capacité de détection et de traitement, ça limite l'impact. Les attaquants n'arrivent pas à aller au-delà de la compromission initiale de l'équipement, et ce qui en limite fortement l'impact. Donc cette campagne illustre assez bien finalement l'intérêt d'avoir cette défense complète avec la supervision, la capacité de réaction, et pas uniquement se concentrer sur des aspects de défense, de sécurité initiale qui sont fondamentaux, mais qui ne suffisent pas. Faut aussi prendre en compte l'aspect dynamique de la sécurité et de la défense pour arriver à quelque chose de complet, et qui permet dans un cas comme celle-là, d'avoir un petit incident et pas un gros, parce que l'attaquant a eu le temps de se propager après, quoi. Oui, appliquer les correctifs, moi je suis d'accord, mais là il y a quand même des failles toutes les semaines. Enfin, il y a une absence totale d'intégration de la sécurité à la conception. Est-ce que il faudrait pas franchement imposer des têtes de tunnel VPN qualifiées, certifiées, qui ont intégré la sécurité dès la conception, et interdire, parce qu'il n'y a pas eu qu'Ivanti, il y en a eu d'autres avant, il y en aura d'autres encore après. Ces équipements, ils sont nécessairement accessibles en ligne. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas compléter les sondes qualifiées par des têtes de tunnel VPN qualifiées ? Alors, nous, on recommande d'utiliser ces produits-là, effectivement, d'utiliser les produits qualifiés qui, justement, ont une sécurité qui a été regardée
de près et qui permettent justement de s'assurer qu'il y a quand même un certain nombre de principes qui sont respectés. Après, de là à les rendre obligatoires avec tout ce que ça implique en termes de process, etc., je suis pas sûr qu'on veuille aller sur ce chemin-là. Mais bon, effectivement, je pense que d'avoir des produits qui ont un niveau de sécurité qui a été éprouvé, qui a été regardé, il y en a un certain, on a pu en voir les vertus assez récemment. Jamila, tu voulais intervenir il y a un certain temps. Oui, merci. On parlait de prépositionnement. J'ai un peu de mal avec cette notion. Et du coup, je reviens à la question initiale de Nicolas quant à finalement se mettre dans la tête des adversaires quant aux attributions, pas aux attributions, oulala. Quant aux motivations supposées d'un mode opératoire adverse, qu'est-ce qui différencie finalement comment on discrimine entre une intrusion pour cyberespionnage et une intrusion pour prépositionnement? Alors il y a un petit peu d'analyse effectivement. En fait, c'est un peu le malheur entre guillemets des traitements d'incidents, c'est que si on arrête l'attaquant suffisamment tôt, on aura toujours un doute sur finalement son objectif final. Si l'attaquant il est là pour espionnage et qu'il a exfiltré plein de données, les intentionnalités sont relativement claires. L'objectif n'est pas de les laisser aller jusque-là, évidemment. Donc le prépositionnement, on peut arriver dans un certain nombre de cas à avoir des doutes parce qu'on va voir effectivement l'attaquant se mettre à certains endroits du réseau, donc avoir des accès intéressants, des privilèges intéressants sur un système d'information et ensuite ne rien en faire, ou en tout cas pendant un certain temps. Donc là, il faut distinguer, parce que finalement, là, on a beaucoup parlé des attaquants stratégiques. Typiquement, les attaquants cybercriminels, bon là, on est plutôt sur de l'intention crapuleuse, et là, on le voit effectivement quand il y a le dépôt de rançon, la volonté d'extorsion de fonds. Donc là, l'intentionnalité est assez claire. Sur les attaquants stratégiques, on a effectivement... on va voir effectivement l'espionnage plutôt dans le fait, la volonté effectivement de rester très discret, mais quand même avec l'exploration du réseau et des tentatives réussies ou non d'exfiltration d'informations. Là où pour un prépositionnement, on va plutôt les voir se positionner et après dans une position d'attente avec des vérifications de leurs accès et éventuellement des phases d'exploration mais relativement limitées. Et le deuxième point qui peut aussi nous renseigner, c'est la nature de la victime. Quel est son rôle? Est-ce qu'il y a des informations à récupérer là où l'attaquant s'est prépositionné ou pas? Ça peut aussi aider à justement à essayer d'inférer la volonté de l'attaquant, mais effectivement on n'est pas dans leur tête, donc il y a toujours une part d'incertitude et on ne peut jamais être sûr à 100%. Alors il y a un troisième volet dans le rapport qui me fait un peu peur, c'est amélioration des capacités offensives. On a fait un épisode récemment sur la fuite de données chez Aisun, qui est on va dire un prestataire d'intrusion chinois, et qui arrive à compromettre l'énorme majorité des cibles avec très peu de technicité, enfin du phishing assez basique où il suffit d'engager un petit peu avec la cible avant de lui envoyer le mail. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui le niveau technique des attaquants s'améliore, et en particulier sur la partie furtivité, est-ce que les attaquants aujourd'hui contournent de manière quotidienne des EDR, des systèmes de détection, etc. quoi? Alors, déjà, il ne faut pas oublier que l'attaquant, il s'adapte au niveau de sa victime, et ça c'est un point qui est important, c'est-à-dire qu'il ne va pas utiliser les techniques les plus furtives, les outils du moment, etc. S'il peut utiliser des choses plus simples, parce que les outils, notamment les plus évolués, ça coûte cher à développer. Quand on les utilise, c'est prendre le risque de se faire détecter, et donc à partir de là, il va plutôt chercher à adapter et finalement prendre l'outillage le plus simple possible face à sa victime. Ensuite, ce qu'on va constater nous, c'est la première chose, c'est comme on le voyait déjà les années précédentes, mais on l'a encore plus constaté ces derniers temps, c'est un ciblage notamment des équipements périphériques. On traite énormément d'incidents où l'attaquant, finalement, on va le retrouver dans les pare-feux, dans les passerelles de messagerie, c'est-à-dire des équipements qui sont en bordure du système d'information, pas forcément toujours faciles à superviser d'ailleurs, parce que c'est des choses qui sont pas simples à intégrer dans la supervision de sécurité du SI, des technologies assez fermées, et donc ce qui aussi pose problème sur l'intégration dans la supervision globale.
Et puis parfois aussi des équipements où c'est pas très clair qui en est responsable. Est-ce que c'est peut-être des équipements qui sont sous-traités et où on a d'ailleurs un petit peu oublié dans certains cas si l'équipement appartient au sous-traitant ou au gestionnaire du système d'information ciblé. La deuxième chose qu'on a vue aussi qui est assez étonnante, c'est qu'il y a des cas où on a réussi à se convaincre pour différents éléments que l'attaquant a utilisé pour pouvoir mener son attaque ensuite ce qu'on appelle des capacités de renseignement d'origine électromagnétique, ce qu'on appelle du SIGINT. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que les mantras qu'on répète depuis des décennies, à savoir utiliser du chiffrement, en particulier pour vos protocoles d'administration, pour protéger vos éléments secrets, etc. Là, on voit bien, on a vu un certain nombre d'attaques où l'attaquant a obtenu les éléments secrets parce qu'il y avait des protocoles en clair et qu'ils avaient une capacité d'interception quelque part sur le chemin de l'information. Et puis un autre point qui est important et qui permet de rentrer dans la furtivité, c'est les techniques. Ça a notamment été pas mal décrit par les Américains l'année dernière, c'est les techniques dites living off the land, c'est-à-dire finalement l'attaquant qui ne va pas exploiter des outils malveillants mais utiliser un petit peu les outils d'administration classiques qu'il va trouver sur le système d'information de sa victime. Et ça, en termes de détection, ça complexifie un peu les choses parce que on va vraiment être sur du comportemental. Cet outil-là, se rendre compte que il n'est pas utilisé de la même façon que d'habitude, sur des horaires anormaux ou suivant des techniques qui ne correspondent pas à ce que fait d'habitude l'administrateur ou les administrateurs qui s'en servent. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué que d'essayer de trouver des codes malveillants qui, pour le coup, on va pouvoir, enfin toutes les techniques que l'on peut essayer d'utiliser pour détecter les codes malveillants, elles ne seront inopérantes sur ces outils, ces techniques de living off the land. Pour répondre à ta question sur les EDR, etc., ce qu'on va constater, c'est là où on voit les antivirus ou les EDR qui vont être désactivés, etc., c'est finalement l'attaquant qui, d'une façon ou d'une autre, arrive à prendre le contrôle notamment du domaine Active Directory et à partir de là va être en capacité de désactiver aussi ces différents outils-là et donc de les rendre inopérants. Et ça, on le voit aussi, finalement des traces d'exploitation qui n'ont pas été vues ou trop tard, qui auraient permis d'arrêter les attaques dans les premières phases. Mais comme l'attaquant arrive à prendre le contrôle du système d'information, finalement, il est en capacité de désactiver notamment une partie de ses outillages et qui, du coup, lui laisse les mains libres pour travailler. Et puis ça, c'est peut-être l'une des dernières étapes aussi, parce que finalement, ça reste... c'est obvious, tout le monde le voit. C'est peut-être après pour rançonner l'intégralité de l'infrastructure. Peut-être qu'avant, il y a eu de l'écoute active pour récupérer ce dont il y avait besoin et partir. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est le fait d'utiliser l'Active Directory pour désactiver l'antivirus, le DR ou quoi que ce soit. Bon, il y a quand même des équipes, en règle générale, je suppose, de sécurité qui regardent s'ils se rendent compte qu'il y a X agents qui sont tombés offline, il y a peut-être un souci quelque part. Là, tu fais l'hypothèse qu'il y a une supervision et que les gens la regardent. Ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. Et souvent on trouve des traces dans les journaux, dans un certain nombre de systèmes, mais s'ils ne sont pas exploités ou même s'il y a un système mais qui n'est pas supervisé et que derrière il n'y a pas une exploitation des alertes, le système a une utilité assez limitée. Après, sur les Active Directory, quand on a une compromission d'un système d'information sous environnement Microsoft, ça reste une étape qu'on rencontre très souvent, c'est-à-dire les attaquants sont des informaticiens normaux, ils sont comme nous tous, ils sont feignants, et donc ils restent sur leur technique usuelle et celle-là reste assez fonctionnelle globalement, quoi. Oui, puis c'est toujours facile de refaire l'histoire. Une fois que tu as vu un film policier et que tu sais qui est le meurtrier, tu le regardes une deuxième fois et tout semble évident, mais sur le coup, c'est pas... Oui, il y avait plein de signaux faibles sur lesquels on a fait un épisode d'ailleurs, mais c'est pas toujours évident de détecter qu'un antivirus crash ou qu'un service ne redémarre pas sur une machine. C'est pas toujours signe de compromission, quoi. Oui, mais là, ce que disait Mathieu, c'est que très souvent, il n'y a personne derrière l'outil de surveillance
Ou s'il y a quelqu'un derrière l'outil de surveillance, il a autre chose à faire ou il n'est pas formé. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le seul antivirus que tu as besoin de désactiver, c'est celui du contrôleur de domaine pour lancer ton Mimikatz, c'est fini. Peu de gens vont s'amuser à désactiver l'antivirus sur 10 000 postes du parc, alors qu'ils ont besoin d'accéder à 5 serveurs au maximum pour avoir toute l'info. Mais là, vous faites l'hypothèse que les attaques portent toutes sur des grands groupes avec des équipes informatiques et de cybersécurité structurées. C'est pas forcément le cas, hein. C'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus des attaques d'intermédiaires, donc de sous-traitants, qui vont être porteurs parfois de secrets industriels ou qui vont être extrêmement des savoir-faire uniques, etc. Et ben là, on peut avoir une vraie asymétrie entre l'équipe qui va être celle d'une PME ou d'une petite ETI, donc avec une équipe informatique réduite, avec des compétences en cybersécurité également réduites, et qui va devoir faire appel pas mal à des prestataires, à de la sous-traitance, et donc on ne peut pas appliquer les mêmes logiques qu'on aurait en tête pour des grands groupes avec des équipes notamment internalisées, etc. Donc voilà, les attaquants, ils continuent à essayer de porter atteinte à des grands comptes, etc. Mais malgré tout, on voit quand même le niveau de sécurité a progressé pour les grands comptes au cours des dernières années. Et donc pour eux, c'est plus intéressant d'aller justement essayer d'attaquer les prestataires, les infogéreurs, mais également les sous-traitants. Si vous avez un savoir-faire particulier qui vous intéresse, ça peut être intéressant d'aller directement chez le sous-traitant qui porte ce savoir-faire particulier et qui n'aura pas les mêmes moyens que le grand intégrateur final. Mais ma question portait plus en fait sur la réserve dont disposent les attaquants, parce que le Living of the Land, enfin, quand je faisais encore du pentest, et ça date pas d'hier, j'utilisais PSExec, un bon vieux binaire signé par Microsoft et parfaitement légitime en administration. Par contre, il y a des techniques un peu plus expérimentales, je pense au process following par exemple, qui n'a pas beaucoup d'intérêt, ou écrire des malwares en NIM par exemple, qui est un langage pour lequel il existe assez peu d'outils d'analyse. Est-ce que les attaquants on est encore sous la pédale et est-ce qu'ils ont beaucoup de réserves, ou est-ce que aujourd'hui ils se focus sur les sous-traitants parce que finalement dans les grands groupes on n'est pas loin d'avoir réglé le problème de la sécurité et que c'est 99% sécure, quoi. Non, je pense qu'ils en ont c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce genre de technique ils ont des techniques avancées, mais ils vont chercher à les utiliser de manière minimaliste pour les protéger et éviter de les perdre. Donc s'ils peuvent aller obtenir l'information qui les intéresse en allant chez un sous-traitant ou un autre, en utilisant peut-être un outillage plus simple, ils passeront par là plutôt que de prendre le risque de se faire détecter chez un grand compte et au passage de perdre un outil qui aura coûté des millions à développer. Ok, c'est clair. Il y a un aspect intéressant, juste si je peux me permettre, là autour de tout ce qui est opportunité saisie par les attaquants, il y a toute une section sur l'organisation de grands événements. 2024, il y a les Jeux olympiques et paralympiques. Voilà, je sais pas si tu peux nous parler un petit peu de... En 2023, il y avait la Coupe du Monde de rugby, qui était déjà un événement d'importance. Bon, il ne s'est rien passé. Non, il n'y a pas eu d'événement cyber majeur pendant la Coupe du Monde de rugby. Du coup, donc effectivement, il y a les Jeux olympiques et paralympiques pour lesquels on se prépare, qui représentent évidemment un enjeu assez fort pour nous. Donc pour l'instant, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour la partie prévention, c'est-à-dire finalement il y a eu tout un tas d'acteurs qui ont été identifiés et qui sont accompagnés pour rehausser leur niveau de sécurité, voir avec eux s'ils ont les bons systèmes de supervision, etc. Et puis on a mis en place toute une organisation de gestion de crise avec ces acteurs-là pour s'assurer que nous on peut les contacter rapidement s'il y a besoin, qu'on peut eux-mêmes peuvent nous contacter rapidement s'ils en ont également besoin. Et puis là on a fait des entraînements avec eux, etc. Et là voilà, on a mis en place ces organisations. Alors globalement, le niveau notamment de supervision des SI, toutes ces entités-là remonte. Et donc ils voient plus de choses qu'ils n'en voyaient avant, donc ce qui fait qu'il y a eu aussi une phase où on discute avec eux pour quand on commence à mieux superviser son système d'information, on voit des choses, etc. Donc il y a aussi besoin de les accompagner sur cette montée-là. Mais voilà.
Il y a évidemment un certain nombre de risques sur lesquels on travaille. Donc, on a publié un état de la menace sur les grands événements en septembre dernier, où justement on remet un petit peu tout ça, les différentes choses qu'on peut voir. Comme c'est un grand événement avec vitrine, évidemment tous les médias du monde qui regardent vers là, tout ce qui va être activisme, déni de service, tout ce qui est susceptible finalement de provoquer du buzz médiatique, on s'attend à en avoir énormément. Il y a évidemment tout ce qui est crapuleux, énormément de fraude, de tentatives de fraude autour des Jeux Olympiques pour tenter de faire de l'extorsion. On n'exclut pas des tentatives de rançonnage en mode on prend à la gorge des organismes impliqués dans les Jeux et puis en espérant qu'ils payent plus vite parce que évidemment on est dans la temporalité des Jeux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre 15 jours pour remettre en place un système s'il est très important pour une partie de l'organisation. Et puis évidemment on se prépare sur tout ce qui est les incidents de sabotage qui voudraient porter atteinte soit au fonctionnement des épreuves ou à des choses comme la cérémonie d'ouverture, etc. C'est-à-dire soit pour porter atteinte à l'image des Jeux Olympiques ou à la France en tant que pays hôte. Donc grosse préparation, ça nous occupe beaucoup en ce moment. Et puis une implication assez forte de tous les acteurs concernés. Enfin, toutes les entités qui sont impliquées dans les Jeux Olympiques avec qui on discute, personne ne nie le fait que la cybersécurité est un enjeu majeur aujourd'hui dans le cadre de l'organisation de ces événements. Alors après, évidemment, il y a des échanges avec eux sur comment bien prendre en compte la cybersécurité, mais je n'ai pas souvenir d'une seule entité qui néglige le sujet. Donc ça, c'est quand même une énorme avancée, je pense, par rapport à ce qui aurait pu se passer il y a quelques années, où peut-être qu'il y aurait peut-être eu moins d'engouement pour cette matière-là par rapport à d'autres. Jamila, je vois que tu voulais intervenir. Tout à fait. Alors, je vois que dans le préambule du rapport, il est question de coordination entre les différents services de l'État. Et c'est vrai que d'un point de vue extérieur, comme ça, en consultant les sources ouvertes, les réseaux professionnels, les réseaux sociaux, on voit que chacun finalement prend sa place. Je pense notamment un peu au trio Viginum, Annecy, cybermalveillance, notamment Viginum qui vraiment publie des rapports d'une très grande qualité. Chacun a l'air d'avoir un petit peu comme ça son mandat, ça a l'air de bien fonctionner. Et du coup, est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus justement de cet aspect de coordination au niveau étatique ? Oui, avec plaisir. Donc Viginum, eux, ils sont vraiment responsables sur tout ce qui est lutte contre la manipulation de l'information et en particulier les ingérences étrangères qui mènent à de la manipulation de l'information. Donc on a évidemment une concertation avec eux, mais on a des missions assez distinctes, c'est-à-dire qu'eux, ils s'occupent vraiment de ces aspects manipulation de l'information, où nous, on s'intéresse assez peu au contenu, voire pas du tout, pour vraiment s'occuper finalement, est-ce que quelqu'un a essayé de prendre pied dans un système d'information ou pas, mais sans aller justement sur le contenu lui-même. Cybermalveillance.gouv.fr, eux, c'est vraiment une vitrine très forte pour la cybersécurité qui s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire que finalement un de nos concitoyens, une petite entreprise, une collectivité territoriale, etc., qui aurait des problèmes cyber au sens général, doit pouvoir trouver une réponse sur cybermalveillance, ou moins des pointeurs éventuellement qui l'orientent vers d'autres acteurs. Mais typiquement, on va retrouver des choses comme tout ce qui est effectivement du hameçonnage, des escroqueries au président, mais aussi des harcèlements sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, donc vraiment l'idée, c'est qu'il y ait des réponses à des problèmes très larges. Voilà, on a une malveillance liée à son ordinateur. Cybermalveillance, c'est une bonne porte d'entrée pour commencer à trouver des solutions, y compris dans la mise en relation avec certains prestataires comme ils le proposent. On a d'autres acteurs qui ont émergé avec lesquels on travaille beaucoup, notamment ce qu'on appelle les CSIRT régionaux, les CSIRT territoriaux, c'est-à-dire finalement des entités qui vont dans un territoire donné, donc une région, proposer un service d'accompagnement de premier niveau en réponse à incident, mais pas uniquement en réponse à incident. Et donc eux, ils s'adressent à des collectivités territoriales, des PME, des ETI,
sur tout ce qui va relever du cyber, et puis on travaille avec eux, c'est-à-dire qu'ils ont une capacité de faire escalade vers nous, typiquement si ça le nécessite, et à l'inverse, il y a certains incidents où nous on va plutôt réorienter les gens vers un CSIRT régional ou un CSIRT sectoriel, parce qu'on a aussi certains des secteurs d'activité dans lesquels il y a des CSIRT qui se sont structurés. On peut citer typiquement le CERT Santé qui est dans l'agence de numérique en santé et qui propose des services pour les établissements de santé et avec lesquels on travaille très très bien depuis plusieurs années. Et je pense que dans le rapport, il y a un élément sur lequel on travaille et en termes de coordination au sein de l'État, c'est comment est-ce qu'on travaille finalement, notamment pour les menaces les plus élevées, donc les menaces stratégiques en particulier. Donc il y a une entité qui s'appelle le Centre de coordination des crises cyber, et notamment son instance s'appelle le Centre de coordination des crises cyber et l'instance technico-opérationnelle, le C4TCOPS en bon langage technocratique, et dans laquelle on va retrouver en fait donc l'ANSSI, mais aussi la DGSI, la DGSE, le COM cyber du côté des armées et la DGA. Et donc l'idée c'est justement qu'avec toutes ces entités-là, et en respectant les prérogatives de chacun, les services de renseignement font leur travail, nous l'ANSSI on fait le nôtre, orienté vers la cyberdéfense de l'écosystème, mais on va partager certaines informations et eux aussi vont nous aider justement pour mieux comprendre les menaces et puis mieux détecter les incidents qui vont affecter le territoire. Et donc on a essayé justement d'expliquer un petit peu comment ces choses-là marchent aussi dans le panorama de la menace. Et puis on a aussi donné quelques éléments statistiques sur justement qui nous prévient, comment est-ce qu'on est au courant des incidents. Donc si on les prend les statistiques de notre travail à nous, nos dispositifs réglementaires à nous, on arrive à identifier par nous-mêmes environ 23% des incidents. Pour 21%, on les lit en source ouverte, dans le journal, quoi. Et puis après, on va avoir nos partenaires nationaux, donc qu'ils soient au sein du C4TCOPS ou autre, c'est 18% des signalements qu'on reçoit. Donc je pense que c'est important d'avoir ce genre de statistiques en tête, puis on a mis le détail, mais typiquement les victimes elles-mêmes qui nous contactent, c'est 10%. Donc dans un certain nombre de cas, c'est quand même nous qui appelons les gens pour leur dire qu'ils ont un problème ou qu'ils sont susceptibles d'avoir un problème. Ça fait évidemment partie de notre rôle et c'est aussi pour ça qu'on a les fameux dispositifs de la LPM. Et pour ceux qui se posent des questions là-dessus, il y a un excellent épisode qu'on a fait il y a quelques mois qui réexplique tous ces dispositifs, mais là ça permet très concrètement de voir justement comment finalement on est au courant des incidents dans différents cas. Donc voilà un peu ce que je peux en dire. Je sais pas si ça répond complètement à ta question, Jamia. Ah si, complètement, même au-delà, et effectivement, c'est très chouette d'avoir ces infos sur d'où vous viennent les éléments par rapport aux incidents. Je crois que tu avais une deuxième question, Jamila, non ? Alors un commentaire / question. J'imagine que c'est quelque chose que vous entendez souvent, et l'intelligence artificielle dans tout ça. Et il ne me semble pas avoir vu cette notion dans le rapport. Et je trouve que c'était cool, ça faisait du bien, c'était rafraîchissant. Parce que voilà, encore une fois, l'ANSSI n'en fait pas des caisses et l'ANSSI reste en phase avec la réalité de ce que l'on peut observer. Mais si tu as envie de t'exprimer sur le sujet, n'hésite pas. Voilà, je laisse bien sûr la porte ouverte. Allez, je te le fais en 2 minutes pour... sur l'intelligence artificielle, il y a 3 sujets. Il y a l'intelligence artificielle utilisée par les attaquants. Il y en a déjà. Je pense qu'ils ont déjà commencé à les utiliser pour faire des meilleurs mails de phishing. Typiquement, se dire je vais détecter les mails de phishing parce qu'ils sont pleins de fautes de français ou de fautes d'anglais, il faut oublier. Parce que avec les intelligences artificielles, ils vont faire des meilleures attaques et typiquement ça permettrait de rendre certaines attaques qui cherchent à reprendre des historiques de conversation comme on a déjà pu voir précédemment beaucoup plus efficaces parce qu'elles pourront justement s'insérer dans des conversations en mettant des mails probables
Donc ça, c'est un usage clair. Après, pour tout ce qui est recherche de vulnérabilité, etc., oui, l'intelligence artificielle va peut-être améliorer les choses, mais elle va aussi beaucoup améliorer les choses pour les défenseurs, parce que si les attaquants peuvent utiliser ce genre de technique pour rechercher des vulnes, les gens qui fabriquent les produits et cherchent à améliorer leur qualité peuvent aussi l'utiliser. Et donc là, je pense qu'il y a plutôt un avantage aux défenseurs, finalement, en termes d'intelligence artificielle. Et puis après, un autre sujet, ça va être la sécurité de l'intelligence artificielle. Et là, effectivement, un jour ou l'autre, il y aura des empoisonnements de certaines intelligences artificielles, des attaques malveillantes. Et ça sera toute une autre paire de manches pour détecter ce genre de choses. Maintenant, c'est encore limité, je pense, parce que on n'a pas encore beaucoup de cas d'usage d'intelligence artificielle qui sont utilisés dans des situations extrêmement critiques et qui pourraient rendre intéressant ce genre d'empoisonnement. On a des exemples assez anecdotiques pour l'instant finalement d'intelligence artificielle qui deviennent grossières après que les gens leur aient posé un certain nombre de questions pour les entraîner et les biaiser dans ce sens-là. Des fuites d'informations aussi, on arrive à extraire d'intelligence artificielle des informations soit liées à l'entraînement, soit à l'usage d'autres, soit effectivement l'usage d'autres clients ou d'autres usagers de l'intelligence artificielle, et en posant les bonnes questions, on arrive à finalement réobtenir les informations qui ont été soumises par d'autres. Donc ça pose des vraies questions sur les modèles de sécurité de ces systèmes-là. Mais je pense que là où on commencera à avoir un risque fort, et là ça se posera finalement, et ça ressemblera à de l'attaque par la supply chain, c'est-à-dire comment empoisonner au préalable l'intelligence artificielle pour qu'elle se comporte mal quand on le souhaite. Et ça, c'est un risque qu'il faudra arriver à prendre en compte, et qui se prendra notamment en compte par une vraie gestion de la chaîne d'approvisionnement, un contrôle rigoureux des méthodes d'apprentissage, pas des méthodes, mais des environnements d'apprentissage, etc. Et là, le sujet reste assez entier aujourd'hui, je pense, et il y a pas mal de travail pour ceux qui se penchent dessus. Voilà, je crois que j'ai dépassé les 2 minutes, désolé. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ta présentation du rapport. Alors, il fait 48 pages, mais il y a beaucoup d'annexes. Et des images. Et votre graphiste n'a pas essayé de nous tuer cette fois-ci, donc il est très agréable à lire. La mise en page est aérée, donc voilà. Je recommande à tout le monde de le survoler. Vous y trouverez pas mal de références à la fin aussi, donc ça peut permettre d'aller plus loin pour ceux qui s'intéressent. Voilà, il y a des vrais numéros de bugs, des liens vers GitHub et autres. Mathieu, un grand merci pour ton temps. J'espère qu'on aura l'occasion de te retrouver à nouveau sur ces ondes prochainement. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous a intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.